Alors c'est vrai que c'est une descente vertigineuse que peu d'experts avaient anticipé, des taux longs souverains des deux côtés de l'Atlantique qui ont effacé en quelques semaines quasiment un an de hausse. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. Je suis sûr qu'on a fait un sujet ensemble sur quand les taux longs souverains américains étaient à 5%, où est-ce qu'on va, etc., jusqu'où ça va monter. Bim, on s'est pris 100 points de base, 1 point de pourcentage de baisse de taux, des taux d'emprunt d'État, zone euro, États-Unis, en moins de 2 mois. C'est hyper violent, il faut quand même le dire. C'est violent, mais en fait, ça vient... Alors, à l'époque, vous aviez dû me poser la question, et je dois me souvenir à peu près de la réponse, qui était forcément vers le bas et que les taux ne peuvent pas monter plus haut. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, le bon niveau de taux, c'est celui qui est supportable par l'économie réelle. Et pendant longtemps, il y a une forme de... Vous savez, le modèle de prévision le plus partagé dans le monde, c'est quoi? C'est ce qui s'est passé, en fait, dans un passé proche. Donc, on projette ce qui s'est passé. Et donc, vu qu'on effectivement, on a eu une séquence longue de hausse des taux, eh bien, à la tête de tout le monde, eh bien, on a parlé de l'inflation tout le temps. Finalement, n'observant pas qu'elle était en train de rentrer dans le rang. On a parlé en fait de hausse des taux comme si c'était en fait automatique. Non, les taux en fait c'est pas quelque chose, c'est un prix de marché. Ça doit forcément être connecté à un moment donné à l'économie réelle. Et qu'est-ce que nous disait l'économie réelle depuis cet été, que ce soit les indicateurs avancés, les plus cycliques aux États-Unis ou en Europe, d'ores et déjà depuis déjà pas mal de temps, c'est que l'activité, c'est-à-dire que le resserrement monétaire souhaité, c'est pas quelque chose qui nous tombe sur le nez par les banques centrales, pour contraindre la demande et faire rentrer les pressions inflationnistes dans le rang, était en train en fait de faire ses effets. À partir de là, pourquoi les banques centrales, si ce n'est être dogmatique et idéologue, non, une banque centrale, ça doit être pragmatique. Et bien, face au fait que ça fonctionne, eh bien, on peut se permettre en fait d'envisager les choses autrement. Mais c'est quand même... Mais c'est violent. Voilà, ce que je voulais entendre. Pardon, oui, en 6 semaines, 100 points de base de baisse. Il faut se rappeler, on était à 3,55 sur le 10 ans français, sur les OAT à 10 ans. On est à 2,6. Aujourd'hui, on était à 3,5 mi-octobre. Le 5% sur le 10 ans américain, on est à quoi? À 3,90 aujourd'hui. 9, c'est ça. Est-ce que c'est excessif ou finalement... Parce que si on dit que c'est violent, c'est que c'est excessif. Alors, si on est cohérent. Nos perspectives en fait en termes de taux longs, sont peut-être très divergentes par rapport à la place, mais depuis longtemps, on vous dit que les pressions inflationnistes vont rentrer dans le rang pour des raisons en fait qu'on constatait, de ralentissement de l'activité et de resserrement monétaire tel que ça devient punitif et que les gens ne pourront pas continuer à consommer autant. Et donc, premier élément, donc une politique monétaire très resserrée. N'oublions pas en fait que le bon niveau de taux, il doit toujours être comparé au niveau de croissance potentielle des pays. Or, qu'est-ce que font nos croissances potentielles de manière régulière parce qu'elles vieillissent? Eh bien, la croissance potentielle, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, elle a tendance à décroître. Ça veut dire que le bon niveau de taux, on va dire neutre, il est plus bas aujourd'hui que par le passé. Ça veut dire concrètement que nos perspectives sur moyen-long terme, elles vont atterrir autour. Alors, je ne vous dis pas que ça va être tout de suite, je ne voudrais pas que ça soit mal interprété. Mais dans un horizon de moyen terme, on va tendre vers 2%. On va tendre forcément vers 2% pour le souverain américain et on va s'installer entre 2 et 3 pour le souverain américain et on s'installera probablement en Europe entre 1 et 2. En fait, ça va dépendre des pays, mais entre 1 et 2 en Europe. D'un point de vue, on sort des marchés, mais d'un point de vue économique, c'est comme une super nouvelle, je veux dire. C'est une très bonne nouvelle, mais qui veulent s'endetter, au-delà pour relancer l'activité, c'est quand même une Vous savez ce que c'est la bonne nouvelle? Pour les finances publiques, évidemment. Et donc c'était l'essentiel de l'argumentation quand vous m'aviez posé la question à des taux à 5%. Mais des taux à 5%, c'était une très mauvaise nouvelle pour l'économie. On estimait que c'était bien trop rigoriste par rapport au niveau de croissance potentielle et ça risquait, à force d'appuyer des deux pieds sur le frein, de faire caler le véhicule. Vous savez quelle est la bonne nouvelle? Au-delà de l'atterrissage qu'on peut prévoir sur les niveaux de taux, c'est pas ça. C'est que l'économie, ça fonctionne sur la confiance. Nous devons avoir confiance dans un acteur qui pilote l'ensemble de notre économie, qui s'appelle nos banques centrales. On avait relativement confiance à travers le pragmatisme de la Fed, parce que ça fait 20 ans qu'elle nous montre qu'elle sait tout à fait prendre un virage que les gens ont du mal à saisir parfois, mais par pur pragmatisme. J'ai besoin de faire cela, je fais cela. Ils étaient en retard. Ils ont été un peu en retard, mais comme tout le monde, parce qu'il y a eu je ne vais pas revenir là-dessus, on a déjà parlé, mais il y a vraiment eu 2 salves qui étaient très difficiles à anticiper. Un, crise sanitaire, tout le monde produit en même temps pour répondre à une demande exceptionnelle, puis ensuite la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Bon, force est de constater que c'est plutôt rare, et c'est une conjonction de facteurs qui n'était pas simple à anticiper, et d'ailleurs nous compris, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que la confiance sur la Fed, on l'avait quand même quant à sa réactivité, sa capacité à être pragmatiste plus qu'idéologue. On a quelques doutes tout de même historiquement sur la Banque Centrale Européenne. Ouais, elle fait pareil, mais avec 6 à 9 mois de Voilà, mais historiquement, en Europe, on était plus politique que business. Ouais. Ce qui s'explique aussi dans la manière dont on pilotait la politique monétaire. Il y a eu un avant et un après Mario Draghi. Et voilà, et aujourd'hui, en fait, on a la confirmation. Alors, Christine Lagarde ne l'assume pas complètement, mais François Villeroy-de-Galhau, encore hier, expliquait que 2024 devrait être l'année en fait, de la baisse des taux. Il l'a dit chez nous vendredi dernier. Et Yves Edéman, il vous a laissé la primauté de la nouvelle, mais c'est logique, c'est le talent qui veut ça. Mais tout ça pour dire que la bonne nouvelle, c'est qu'on a des pilotes qui ne sont pas
dogmatiques, c'est des pilotes pragmatiques. Le dogme, c'est de la politique budgétaire. La politique monétaire, c'est avoir un niveau de taux qui permette aux véhicules d'avancer le plus vite possible sans aller trop vite pour prendre trop de risques. C'est exactement ça le sujet. Et pour nous, le revirement de situation est un revirement légitime qui simplement vient du fait qu'on c'est le changement de discours, et c'est aussi le changement de discours de la Fed qui est fait automatiquement baisser les taux longs. Le message que nous envoie le marché obligataire, c'est quoi? C'est qu'il est convaincu que les banques centrales ont terrassé l'inflation, sont en train de terrasser. Oui. Mais enfin, j'ai expliqué sur ces plateaux qu'un atterrissage autour des niveaux qui étaient les niveaux d'inflation des années 2010 ne nous surprendrait pas, des deux côtés de l'Atlantique d'ailleurs. Mais c'est une position sur laquelle il faudra du temps pour qu'on vous l'explique. Mais dans un monde dans lequel la croissance potentielle en fait diminue, je me répète, parce que c'est vraiment la clé, c'est qu'est-ce qu'on a dans nos tripes, qu'est-ce qu'on peut créer comme richesse. Il y a aussi un monde plus inflationniste qui nous attend, la transition énergétique, le vieillissement, tout ça. Je vous expliquerai en fait pourquoi en fait c'est inflationniste microéconomiquement parlant, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va payer plus cher, mais pas macroéconomiquement parlant. Mais il me faudra peut-être plus de temps. En 30 secondes, c'est intéressant. En fait, en gros, microéconomie, ça veut dire que vous pouvez avoir en fait un prix de l'énergie plus cher que par le passé, mais les gens font le parallèle immédiat en disant puisque les coûts de production augmentent, les entreprises vont augmenter leur prix de vente. C'est faire abstraction quand même d'un élément majeur pour une entreprise qui s'appelle son client et sa solvabilité. La vraie question fondamentale pour savoir si on peut rentrer dans un cercle inflationniste, c'est au-delà de l'inflation des coûts de production, c'est est-ce que le client final est capable de supporter des prix plus élevés que par le passé. Ça sous-tendrait des revenus plus élevés et vous verrez que l'inflation salariale, elle aussi, est en train de rentrer dans le rang. Et non, on est à 5% en zone euro. Oui, d'accord, aujourd'hui, c'est l'héritage du passé. Ça vient rattraper les années d'inflation qu'on a eues aussi. Oui, mais vous verrez qu'en fin d'année, les projections aujourd'hui qui sont faites sur ce sujet-là se tromperont, tout comme les projections d'inflation en fait, se trompaient, parce que c'est sous-estimer l'impact en fait, du resserrement monétaire. Mais tout ça pour vous dire que juste, il ne faut pas confondre le fait qu'on puisse payer des choses plus chères dans le futur avec le fait que ça sera une inflation macroéconomique. Et donc ça veut dire concrètement que c'est plutôt une révolution de part de marché qu'autre chose. La question que ça va poser, c'est quelles entreprises sont capables de préserver des marges avec des coûts de production qui augmentent, sans augmenter leur prix de vente. Donc ça veut dire concrètement qu'il va y avoir des acteurs et des entreprises qui réussiront à faire cela et donc qui vont gagner des parts de marché, mais au détriment d'autres entreprises qui soit disparaîtront, soit rentreront dans le rang et perdront des parts de marché. Donc c'est deux choses qui sont fondamentalement différentes. Pourquoi est-ce que le marché obligataire, qui a raison tous les jours, même s'il n'a pas toujours raison, n'écoute pas les avertissements, n'entend pas les avertissements des banquiers centraux sur le fait qu'il ne faut pas trop non plus en attendre. On l'a bien vu du côté de la Fed et aussi du côté de la BCE. Il ne fallait pas attendre trop rapidement de trop fortes baisses de taux en 2024. 50% des traders attendent une baisse des taux de la BCE en mars. Moi, j'ai un doute. C'est possible. Mais quelque part autour de la fin, faire un resto. Voilà, l'Auvergnat que je suis y est sensible. Bravo. Alors on verra en fait peut-être deuxième trimestre. À la limite, peu importe le mois, c'est pas le sujet. Mais là où vous avez raison, c'est que vous m'avez posé la question en fait de la violence du mouvement. Donc vous avez compris que nos perspectives d'atterrissage sur les taux longs, ils sont bien plus bas qu'aujourd'hui. Donc le marché obligataire reste attractif en tant que tel. Mais les mouvements sont pas en ligne droite et effectivement perdre 100 points de base en quelques semaines, c'est peut-être aller un peu vite en besogne. Et ça nous ouvre ou pas un retour de bâton aussi en se disant qu'on n'était pas au bon prix non plus et qu'il est possible, d'ailleurs le gouverneur l'a admis, la Banque de France ici, que l'inflation allait réaugmenter un petit peu de quelques dixièmes début 2024. Enfin voilà, c'est un peu l'important, c'est les ordres de grandeur. On peut avoir une résurgence légère de l'inflation pour des questions de disparition d'effets de base, évidemment, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'elle rentre dans le rang en fait, de manière plus fondamentale. Si les banques centrales ne baissent pas autant leur taux que ça fait remonter les taux longs. Voilà, que ce qu'attendent les marchés, à savoir 150 points de base en moyenne sont attendus de baisse de taux côté Fed ou BCE en 2024. Est-ce que ça sera ça? Moi, j'ai un doute aussi. Mais si jamais, dans la réalité, ces deux banques centrales ne font pas ces mouvements-là, avec cette ampleur-là. On dit que mécaniquement, c'est une question, est-ce que ça fait remonter? Logiquement, oui. Alors oui, mais pas forcément sur les sommets qui ont été atteints. Non. Voilà. Donc là, la question, c'est est-ce que le mouvement se poursuit tout de suite pour descendre aux objectifs que j'évoquais? La réponse est très claire. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite, parce qu'en fait, là, on était trop vite en fait, à la baisse. On va remonter. Comme d'habitude, les investisseurs, de toute façon, il faut l'avoir en tête, sont obsessionnels. Tout comme il y a 2 mois ou 3 mois, on vous disait que non, les taux ne peuvent faire que monter l'obligataire, en fait, c'est terminé, etc. On a une posture un peu différente sur le sujet, puisqu'on considérait que c'était peut-être une fenêtre de tir historique pour acheter des obligations. Mais peu importe. Mais voilà, on est monomaniaque. Donc là, on est obsessionnel. Tout le monde se dit, ça y est, maintenant, le ralentissement est là. Donc tout de suite, les banques centrales vont baisser les taux directeurs et les taux longs doivent l'anticiper. Bon, comme d'habitude, on va un peu trop vite en besogne. Mais ça, c'est le schéma classique en fait sur les marchés. Donc attention, par contre, la tendance est une tendance structurelle qui débute. C'est-à-dire que la baisse des taux longs est probablement tendancielle.
la baisse des taux courts suivra, mais ça se fera dans le temps. Donc on est plutôt sur des Moi, un 10 ans américain, semestre 2024. un 10 ans américain à 2%, pas tout de suite. Hein. Second semestre 2024, fin d'année peut-être. On verra. Deuxième restaurant. Voilà. Deuxième, et Deuxième écoutez, restaurant. je serais ravi. Deux restos, Voilà. hein. On a tous noté. Hein. Allez, merci beaucoup. Explication signée. Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. Passez de bonnes fêtes. Merci pareillement. À bientôt, David.